financière comme manne financière renforçant le PIB marocain ainsi que les comptes bancaires personnels de ces marchands de chair innocente. Pour la pédophilie, malheureusement, il y a une histoire qui est collée à l'histoire du Maroc. Alors, pour commencer, il y a un livre que les Aïcha peuvent se procurer sur Internet. Il est gratuit. C'est un livre des années 20, je crois, écrit par un médecin français qui s'appelle Émile Mauchon. Mauchon, donc c'est M-A-U-C-H-A-M-P, Émile. Et le bouquin est intitulé La sorcellerie au Maroc. Rien que ça. Il y a tout un chapitre consacré aux mœurs, je veux dire, relatifs à la sexualité d'un certain nombre de classes sociales à l'époque qu'elle fréquentait. Et il parlait, entre autres, de jeunes garçons comme ceux qu'on voit au Pakistan, quasiment la même tradition. Est-ce qu'elle est venue par les routes du commerce? Je ne sais pas comment elle est arrivée au Maroc, mais elle existait à l'époque. C'est des jeunes garçons qu'on déguisait en petites filles, on les maquillait, souvent imberbes. Voilà, on les habillait en femmes, en petites filles, on les maquillait et ils dansaient presque jusqu'à l'aube. Et le meilleur offrant part avec un de ses gamins ou bien il couche avec lui sur place si on est dans un riad aménagé pour ça. Et puis il y a eu toute une littérature où les poètes concernés étaient souvent invités par les différents sultans pour venir lire leurs poèmes dans les différentes cours de ces sultans. Et ces poèmes étaient relatifs, vraiment, je veux dire, à l'apologie de ces petits jeunes qu'on appelle Rilmen. Et parmi les poètes les plus connus, qui a écrit énormément de poèmes, à l'époque on peut qualifier d'homosexuels, mais vu aujourd'hui les choses, quand on voit que c'est des gamins de 12, 13, 14 ans, qu'on peut qualifier aujourd'hui de pédocriminels. Donc, il s'appelle, donc c'est un poète de Marrakech, donc voilà, très connu, et qu'on appelait Mohamed Ibrahim. Et les gens du nord du Maroc le connaissent très très bien, parce qu'un jour il s'est rendu à Tanger, et puis il a été mangé dans un resto, il a été mal accueilli, etc. Il a écrit tout un poème sur ce restaurant à Tanger, où il a quasiment démoli ce restaurant. Ça s'appelle Al-Mat'am al-Baladi. C'est un de ses poèmes. Mais une grande partie de ses poèmes, c'était son attirance pour les petits gamins, etc. C'est un peu une sorte de Abou Nouas, je veux dire, mais du XXe siècle. Donc il y avait, si tu veux, un courant littéraire, il y avait des maisons de débauche où on avait cohabitation entre les prostituées, les homosexuels et la pédocriminalité, mais qui était tolérée à l'époque. Voilà, donc je veux dire, Marrakech avait malheureusement cette réputation qui n'a pas commencé hier, mais qui est très 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 ancrée dans l'histoire. Quand vous voyez, par exemple, un certain nombre de voyageurs, de reporters, etc., qu'ils soient britanniques, américains, français, dans leurs journaux, quand ils rédigeaient sur le Maroc. C'est marrant, quand ils arrivaient à Marrakech, souvent, ils faisaient souvent allusion, par exemple, donc à ces relations, que beaucoup de ces reporters étaient aussi attirés par ces petits gamins. Parfois, ils consommaient aussi donc ces enfants, etc. Donc, c'est pas quelque chose qu'on découvre dans ce
pays du sultan alaouite, c'était pas quelque chose qu'on découvre, pas uniquement, je veux dire, là, mais on a ramené, si vous voulez, cette mentalité, cet esprit qui existait durant la période des poètes bachiques au Moyen-Orient. Donc c'est vrai, on connaît, je veux dire, Abou Nouass, mais il y avait toute, toute une école bachique donc, qui était très penchée sur le vin, sur les femmes, mais aussi sur le rilman. Et ces califes, ces sultans avaient toujours un harem, je veux dire, de femmes, mais où il y avait aussi le harem de le rilman. Donc ce livre de Mauchon, vraiment, vous permettra de comprendre d'où nous vient ce lourd héritage, etc. Alors là, c'est ce que j'appelle la pédocriminalité aristocratique, bourgeoise, parce qu'il y a énormément de hauts fonctionnaires, d'hommes politiques marocains qui sont vraiment, il y en a même ceux que la justice avait, je veux dire, sur lesquels la justice avait mis la main, mais le problème, c'est que il y a eu des arrangements avec les parents, etc. Et on a étouffé des affaires. Mais il y a énormément de scandales qui impliquaient des hommes d'affaires, qui impliquaient des Koweïtiens. Le dernier en date, c'était un Koweïtien qui avait violé une jeune de 12 ans. Elle se présente devant un juge, on décide de le juger donc en liberté, on lui remet son passeport, 2 jours après, il était à Kuwait City. Ça, c'est un truc qui avait fait un scandale, et je crois que Donia avait fait une vidéo à ce sujet-là, qui existe encore, je crois, qui tourne. Donc, il faut la chercher, il y a beaucoup plus de détails sur ce personnage ignoble, sur lequel le Maroc donc a fermé les yeux et lui a même préparé le terrain de départ, parce qu'il est passé quand même par un aéroport marocain en sachant qu'il devrait se présenter soi-disant devant un juge. Alors revenons maintenant à une affaire qui avait secoué la société civile marocaine et que le Mkhzen et l'institution royale a essayé de nous la jouer très fine en nous disant mais le roi n'était pas au courant. Le roi était au courant de ce personnage. Il connaissait son dossier, il avait suivi son procès, mais jour par jour. Mais la demande de sa libération, il venait de Juan Carlos. C'est une demande qui a été faite spécialement au roi, au cours d'une rencontre qu'il a eue avec le roi Mohamed VI. Au départ, Mohamed VI avait hésité, etc., parce que le nombre d'enfants violés était 12 ou 13, et la condamnation était lourde, 30 ans, le bonhomme venait à peine de passer 6 mois ou un an, c'était trop tôt pour demander une grâce pour un pédophile, etc., etc. À la fin, quand même, il a accepté, et il a demandé de chipoter, d'introduire ce dossier, et on va leur dire que c'est un dossier qui s'est glissé, et que le roi ne savait pas, etc. Comme par hasard, le roi ne savait pas. D'accord ? Au moment quand il voulait encore tendre la main aux Algériens, il savait qu'il y avait des Riacha qui insultaient les Algériens. Et il avait bien dit dans son message à l'époque que ça, toutes ces insultes à l'égard de nos frères algériens et tout, n'engagent pas le Maroc. Ça, il était au courant. Mais un pédophile qui a violé 13 enfants marocains, là, le pauvre n'était pas du tout au courant. Voilà, il n'était pas au courant. Mais bien sûr, il était au courant. Il était au courant et il a assuré une couverture pour ce pédophile qui est parti. Et d'ailleurs, par la suite, il a été rappelé, ce pédophile a été rappelé par la justice espagnole. Pour que ce soit clair, parce qu'eux veulent bel et bien protéger leurs enfants. Ça, c'est une chose. On ne va pas me dire encore que Hassan II, qui a accepté de réaliser un documentaire avec Frédéric Mitterrand, n'était pas au courant des publications de Frédéric Mitterrand concernant ses aventures aux Philippines, en Thaïlande, etc. Donc, ces moments d'égarement, comme il les appelle dans ses romans. Bien sûr, il était au courant qu'il avait affaire à un pédophile, qu'il avait accueilli dans son palais
et avec lesquels elle avait fait un documentaire, etc. On a des extraits qui circulent euh, sur YouTube. Alors, pire que ça, l'ouvrage de l'amant de Pierre Berger, qui était son chauffeur, qui devenait son amant, donc Thomas Fabrice, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Saint-Laurent et moi, une histoire intime. Au départ, il était chauffeur et amant de Berger. Au moment où Yves Saint-Laurent passait par une dépression, etc., a demandé donc à Thomas Fabrice de faire la cour à Yves Saint-Laurent et voilà, et de sortir avec lui pour le faire sortir de sa dépression. Comme ça, il continue à produire, à faire des défilés, etc. Et c'était bon pour les affaires. C'est ce qui va se passer. Donc, il est passé d'amant de Pierre Berger vers l'amant de Yves Saint-Laurent. Jusque-là, il n'y a aucun souci. C'est des adultes consentants et de brassons. Mais le problème, c'est que ce Thomas Fabrice, un jour, il devait déposer Pierre Berger donc à Marrakech, il devrait le déposer quelque part. Elle est revenue et surprend qui à la maison? Yves Saint-Laurent, avec un gamin de 13 ou 14 ans, tous les deux tout nus, en plein, vraiment, travail. Il en parle dans son bouquin, hein, Saint-Laurent et moi, une histoire intime. Pire que ça, il y avait un club de foot de jeunes qui a été financé par Pierre Berger et de Pierre de Berger. Un jour, il vient aussi donc sans prévenir pour venir voir Yves Saint-Laurent qui était déjà son amant. Il s'installe dans le salon, Yves Saint-Laurent vient, il commence à boire. Puis il n'a pas laissé et j'entends de l'eau qui coule. C'est Pierre Berger qui est en train de prendre une douche avec des jeunes. Et quand ils ont terminé de prendre une douche, tout le monde était en peignoir, mais il y avait des gamins de 10, 12, 13 ans. C'est raconté dans le livre. C'est raconté dans le livre. Le livre se vend. Pourquoi je vous dis ça? C'est que, après, Mohamed VI va décorer avec le cordon, s'il vous plaît, d'accord? Avec le cordon du Wissam Alaoui. Un pédophile qui a abusé de tes enfants, les enfants du Maroc. Tu lui mets un Wissam Alaoui, qui est la haute distinction dans le Maroc. Mais où va-t-on? Wafin Radibi Akhoya? Vous allez me dire qu'il n'était pas au courant de Pierre Berger? Qu'il n'était pas du tout au courant? Qu'on ne lui raconte pas tout ça? Et tu le décores avec la haute distinction, soi-disant, qu'on peut attribuer à quelqu'un au Maroc. Un pédophile qui a abusé des enfants, etc., etc., etc. Et même à l'intérieur, je crois que Gérard Fauré, on en a parlé dans son livre, et sur les plateaux de télé, bien sûr. Et il avait donné une interview, je crois, à Adnan et à Dunia, le frère de Hassan II, Abdullah. Et je cite Gérard Fauré. J'invente pas. Je cite Gérard Fauré. C'est dans son bouquin.
son frère abusait beaucoup de ces jeunes gamins. Et parfois, il provoquait des déchirures anales chez ces gamins. Je sais que c'est hard, mais c'est la réalité, c'est la vérité. Et donc, on appelait en urgence le papa de Gérard Forêt pour faire des points de suture, etc. Donner des antidouleurs, faire des anesthésiants. Et puis, on envoie des gens avec un petit paquet d'argent, avec des petits cadeaux vers les parents qui, comme ça, ils ne porteront plainte, ni rien du tout, ils vont pas réclamer, etc. Jusqu'à un moment où il a abusé d'un enfant, je sais pas si c'est un officier, ou en tout cas un enfant d'une famille qui ne se laissera pas faire. Ils sont venus réclamer près de Hassan II. Alors, quand ils sont venus réclamer chez Hassan II, il n'avait pas l'air étonné. Il leur a dit en arabe, Jarra alikum, yani zam alikum. Ça veut dire il est venu chez vous. Ça veut dire comment il a osé d'approcher une famille comme vous, une grande personnalité. Ça veut dire quand il touchait les enfants de pauvres, je sais pas, les enfants de classe moyenne, les enfants d'instituteurs ou de petits profs ou des petits policiers, là, il n'y avait pas de souci. Et quand on a touché quelqu'un d'assez important, très proche des palais, etc., là, Hassan II a été choqué et lui a demandé de dégager du Maroc. Et il s'est réfugié en Belgique. Voilà comment nous, on a eu mes 42 ans de Belgique, on servait à quelque chose, donc on a énormément d'informations sur cette personne qu'on a essayé de nous présenter comme mort d'une crise cardiaque. Alors, beaucoup de scénarios circulent. Mort d'une cirrhose de foie. Gérard Fauré, moi j'ai pas le dossier médical de Abdallah. Hein. Gérard Fauré dit il y a un soupçon de sida. À l'époque, c'était trop tôt, sans être trop tôt. Je veux dire, on est en 83, je crois, la mort d'Abdallah. Sida, certes, on ne parlait pas, mais ça ne veut pas dire que n'existait pas. Je ne sais pas, point d'interrogation, je ne suis pas médecin. Mais je veux dire, les scénarios qui ont circulé, des cirrhoses de foie, c'est vrai, on appelait Monsieur Bulle. Il se réveillait le matin, avant son café, il prenait du champagne, un verre de champagne, etc. Voilà. Et c'est pour cela, moi, parfois, je suis choqué quand je vois son fils, Hicham, en parler comme quelqu'un de... je sais pas. Mais c'est vrai. Comme disait Marcel Pagnol, mon père, ce héros, c'est possible. On prend tous nos parents pour de héros, sauf Mohamed Choukri, qui considère son père comme une grosse crapule. Donc, vous pouvez lire Le Pain Nu, vous allez comprendre. Donc, voilà. Mais, je veux dire, quand on a un père aussi crapuleux que ça, on pense aux victimes de son père, au lieu de penser à son père. Et les victimes, il y en avait énormément. Il y avait énormément. Les victimes n'étaient pas la déchirure seulement anale, mais c'était aussi les séquelles psychologiques, mentales, etc., etc., etc. Voilà. Donc, le Wissem, Alaouite, pour un des plus grands pédophiles de Marrakech, Pierre Berger, je veux dire, voilà. Donc, on a la preuve de la part de son chauffeur Thomas Fabrice, il en parle de son bouquin. Frédéric Mitterrand, qui réalise un documentaire, Hassan II était super bien informé sur ce personnage, il accepte, c'est pas grave. Et puis, toute une histoire, on fait. Et d'ailleurs, ce grand poète pédophile dont je viens de vous parler, donc Mohamed Ibrahim, moi, je l'ai eu dans le programme. Hein,
En plus, j'ai eu ce poème où il dénigre les gens de Tanger, il dénigre ce restaurant de Tanger, pour vous dire la haine et le mépris que Hassan II avait pour les habitants du Nord, les Rifins. Donc voilà. Et c'était dans le programme. C'est vraiment dans le programme. Je voudrais aussi, très cher professeur, qu'on évoque l'industrialisation de la pédophilie au Maroc, de la pédocriminalité. C'est-à-dire c'est devenu un business pour le Marzen, pour attirer des touristes. Donc c'est une manne financière, mais voilà, donc c'est un sujet absolument tabou. Personne n'en parle. C'est vrai que les faits que vous avez évoqués sont historiques, c'est indéniable. Mais voilà, c'est quelques personnalités qui ont commis ces actes horribles. Mais là, moi, je voudrais que vous me parliez des anonymes qui viennent en masse au Maroc pour violer nos enfants, nos sœurs et frères. Absolument. Mais l'objectif, il y a des régions visées. Il y a des régions visées. Il y a des régions où ça passe pas. Parce que le RIF, il n'y a rien à faire. Ça fait de la résistance. Ça cogne, ça frappe, ça se révolte, ça fait des hirak, ça passe pas. Mais ils ont envie de transformer le RIF comme Marrakech, hein, ou comme Agadir. Quand vous lisez, la fois passée, on disait qu'il y avait un adage arabe qui disait que les Égyptiens écrivaient, les Libanais publiaient, les Syriens et les Irakiens lisaient. Et l'Occident, l'impérialisme, le sionisme a visé ces foyers-là. Donc il a frappé le cœur du monde arabe. Hassan II a utilisé quasiment la même approche. Vous savez que la ville de Khénifra, quand vous lisez l'encyclopédie de Makhtar Soussi, le Messoud, une encyclopédie de 26 ou 27 volumes, sur les grandes personnalités intellectuelles et les écoles de pensée à travers le Maroc et à travers l'histoire. Khénifra, qui est synonyme maintenant pour le Marocain moyen d'un foyer de prostitution. Quand vous dites à quelqu'un Khénifra, ils disent « Ah, c'est la terre de Chira, c'est la terre des prostituées, etc. » Mais c'était le berceau du mouvement soufi, du mouvement de fiqh, du mouvement de pensée